Et puis on va arriver sur la pression foncière. Moi, je suis né en 51, janvier 51. Moi, mon Pointe-à-Pitre, c'était ça. Hein. C'est l'image de gauche, hein, les cartésiennes de 1958. Il n'y avait pas le bas du fort. Bas du fort, c'était de la campagne. C'était les plages, au pied du fort Fleur d'Épée. Vous avez le Pointe-à-Pitre de l'époque, avec les maisons en noir, les quartiers, les habitations en noir. Et vous avez l'édition de 2014, et vous voyez le Pointe-à-Pitre actuel, quasiment, avec toutes les maisons qui sont en beige, en orange, etc. Et vous voyez, la densité a changé. Hein, la densité de personnes, et surtout au bord de mer, a changé. C'est pareil pour la zone de Petit-Bourg-Goyave. Miao, Petit-Bourg-Goyave, voilà les cartes à gauche de 58 et les cartes actuelles. Vous voyez la différence. Et l'histoire du pont de Goyave qui est parti, c'est quasiment à expliquer là, parce que vous avez ici la rivière La Lézarde, ici, la Lézarde, la zone de Colin, Petit-Bourg, et là, la route nationale, elle dévie. Elle ne passe pas dans la partie molle des alluvions de la rivière, ce qui est aussi le cas pour la rivière à Goyave, pour le pont de la ZAC de l'Aiguille de Goyave. Et on évitait ça à l'époque, mais maintenant la route elle passe dedans, hein. D'accord, etc. Je sais pas où tu habites, mais bon. Zone inondable, Colin. Je sais pas, mais c'est évident. Moi j'ai pas fait du bateau, mais Montebello et tout ça, il y avait de la mer, la plage de Viard. Il y avait une continuité de mer, enfin d'eau entre la plage de Viard et l'usine de Monsieur Damoiseau, pas Damoiseau, Montebello. D'accord. Il n'y avait pas de rond-point, il n'y avait pas de giratoire là, mais la rivière Moustique avait débordé depuis Rougeole, avait inondé toute la zone du Kiri, Bovis et tout ça. Bon, ça c'est ma jeunesse. Là, vous aviez le McDo là, du gazon, il y avait le marché Conseil avant. Moi, j'habitais au Monde-Carouet en 1960. J'ai fait du bateau là. On a fait on avait une mare derrière là en bas et tout ça. On a fait du bateau là. C'est des zones inondables depuis le Creps jusqu'à chez BD des Branches et le pont Matelot vers le rond-point Miquel. On a oublié ça. Donc c'est normal. Et c'est pas le réchauffement climatique. C'est comme ça que c'est tout. Vous avez Saint-François. Sainte-Anne-Saint-François, c'était un chemin empierré que j'ai connu. Route nationale. Hein? Et Saint-François, pas des châteaux, c'est un chemin empierré mal foutu. Que j'ai connu en charrette à bœuf. D'accord? Vous avez la situation des années 58 par rapport à la situation des années actuelles. Vous voyez? Et vous voyez la densité de population. Les maisons en beige, là, et là, les maisons en noir, là. OK? Etc. Alors ça c'est Basse-Terre. Et c'est pareil pour Basse-Terre, Rivière-des-Pères. Rivière-des-Pères, c'est là. Le lycée, la zone des lycées, c'est ça. Et la route évite cette zone alluvionnaire qui vient de la Rivière-des-Pères. Mais on était mettre des maisons là-dedans, y compris un lycée. Le lycée de Georges Nicolo. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on fait de l'aménagement du territoire un peu sans tenir compte de l'histoire. Et ça, c'est un truc de la DEAL, drone. Capesterre de Marie-Galante. Alors, le 3 septembre, j'arrive pas à me rappeler la date, je crois que c'est 2015 ou 2017, je suis pas sûr. Vous allez voir tout de suite que les sargasses, on a toujours eu ça, depuis les années 50, je connais ça, c'est essentiellement lié au fait qu'il y a deux phénomènes qui les retiennent, quand sous le vent, il n'y a pas. Les sargasses passent en mer, mais elles ne sont pas retenues à la côte. Côte au vent, Capesterre et puis Grande-Terre, et puis Capesterre de Marie-Galante, Capesterre Guadeloupe, Goyave, tout ça, vous avez des embranchements qui ont été faits, en plus des barrières de corail naturelles qui retiennent les sargasses, et vous avez des embranchements, et la vue que je vous montre là, c'est un drone qui vous montre la Capesterre de Marie-Galante avec son port, et tous les embranchements qui ont été faits, y compris pour le port, qui retiennent les sargasses. Et en fait, le côté sargasse, le problème de la sécurité au niveau de l'empoisonnement avec les sargasses, c'est aussi du fait de l'homme. C'est pas que le réchauffement climatique, c'est aussi on a mis des enrochements qui ont été mal faits. Madame Bourgeois, à l'époque, maire à l'époque, avait bien dit ça. Monsieur, à Terre de Bas, pour l'os du Mûrier, les pêcheurs avaient dit que c'était pas bon le port de l'os du Mûrier pour Terre de Bas. Et comme les ingénieurs de la DDE à l'époque étaient sur deux et tout ça, ils ont voulu faire ça. Et résultat, on paye les dégâts aujourd'hui. On paye le problème aujourd'hui de cet aménagement qui est mal fait. Donc il faut détruire, mais ça coûte cher. Voilà. Vous avez remarqué que les sargasses, c'est depuis pour Capesterre-Bello jusqu'à Saint-François, passant par Désirade, par un peu Marie-Galante, et puis le Moulet, tout ça. C'est là, il y a des barrières de corail. Mais en plus, on a rajouté les enrochements. Voilà, je passe. Alors, le tremblement de terre historique, vous avez 1843, c'est l'étoile blanche qui est en haut, là, au centre. Magnitude 7,5. À l'époque, on estimait, puisqu'on n'avait pas d'appareil, sauf que maintenant, les magnitudes actuelles recalculées, revisitées, c'est 8,5. À Haïti, c'était 7. Alors 8,5, c'est 150 fois plus fort que celui d'Haïti du 12 janvier 2010, celui qui a fait 250 000 morts. D'accord?
Je vous dis que nous sommes dans une zone beaucoup plus dangereuse qu'en Haïti. Et vous avez la ligne noire qui est à droite, là, complètement en haut à droite. C'est le début de la subduction, c'est le début du plongement du fond de l'océan Atlantique sous nos pieds, sous la plaque Caraïbe sur laquelle nous sommes, avec le bout de l'Atlantique qui est là et la mer des Antilles en dessous. Et vous avez tous les séismes historiques qui ont provoqué des dégâts dans l'histoire. Voilà. Ensuite, alors on va terminer. Des solutions pour l'avenir, parce qu'il faut quand même être un peu positif. Il faut avoir des fonctionnaires, des administrateurs, des élus formés, compétents pour une région tropicale humide et à risque naturel majeur important. Moi, j'assistais un jour à des gens qui mettaient des bus de 40 cm sous les trottoirs, des tuyaux en PVC sous les trottoirs en face de la gendarmerie de Saint-Claude à Bonne-Terre. J'ai dit, mais attendez, avant, là, il y avait un fossé qui faisait 2 mètres de profondeur, 2 mètres de largeur. Et ce fossé-là, il débordait à l'époque. Là, vous avez fait un trottoir pour les piétons, c'est très bien. Et sous le trottoir, vous allez mettre un tuyau comme ça. Comment voulez-vous que la pluie qui tombe là-bas aille dedans? Parce que ce sera trop petit, à un moment donné, ça va dégorger. Et ça dégorge où? Ça dégorge sur la route. Et donc, aquaplaning, etc. Donc, j'ai discuté, le gars m'a répondu, monsieur, on applique les normes européennes. Alors, j'ai dit, bien, c'est bien les normes européennes. Hein. Paris, pluviométrie de Paris annuelle, moyenne, 800 mm d'eau. Pluviométrie de Guadeloupe, attention, zone habitée. Je ne parle pas de la Soufrière. La Soufrière, il n'y a personne qui habite. Saint-Claude, la Lézarde, Petit-Bourg, Vernoux, les hauteurs de Goyave et tout ça, Moreau, zone habitée, pluviométrie de Guadeloupe, c'est 3,5 mètres d'eau par an. Donc vous voyez la différence. Donc on ne peut pas appliquer des normes européennes pour des ouvrages hydrauliques de la même manière qu'on les applique ici. Vous voyez, c'est pas possible. Donc il y a ce problème-là. Donc formation des gens. Et à l'époque, c'était faisable parce que les gens qui venaient gouverner les pays, là, les gouverneurs et compagnie, les hommes politiques, ils passaient par l'école coloniale des ponts et chaussées qui existait à l'époque, qui leur permettait de comprendre le pays, le climat, et d'avoir les histoires de moustiques, de fièvre, des compagnies, mais tout ce qui concernait le climat tropical, y compris pour l'Afrique, hein, pas seulement pour les Antilles. Ça n'existe plus, et ça a été intégré à l'ENA, l'École nationale d'administration. Mais quelque part, tout le monde est administré, et tout le monde étudie, c'est un peu comme les architectes, la même chose partout, sur tout le territoire national, y compris donc France et Guadeloupe, Martinique. Alors que ça devrait être différent. Il faut faire un diagnostic du pays. Parce qu'on n'a pas tout fait. Donc il faut faire revoir les PLU, les plans locaux d'urbanisme, et les plans les PCS, donc les plans communaux de sauvegarde. Voilà. Pour l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire est fondamental. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas aménager la Guadeloupe comme on aménage l'Île-de-France ou la Corrèze ou Marseille ou je ne sais pas quoi. Éducation grand public et enseignement scolaire. Obligatoire. Vous devriez apprendre tout ce que je viens de vous raconter au point de vue technique au niveau des risques naturels majeurs. Vous auriez dû le savoir, déjà à l'école. Voilà. En plus, effectivement, c'est normalement le milieu local. Le milieu local, il faut l'apprendre. Voilà. Création de comités de quartier, immeubles, comités de quartier, d'immeubles, de lotissement, par des secouristes formés aux risques naturels, de façon à ce qu'il y ait des référents. Que les gens qui... Forcément, tout le monde ne va pas être au courant de tout. Mais si vous avez des gens qui sont plus rodés, plus habitués, plus ouverts à ça, qui peuvent servir de lien entre leur quartier et la mairie, leur quartier et les autorités, c'est fondamental. Il faut le faire. Les collègues de voisins, ils le font. Les Montserratiens et les Dominicains, ils le font. Pensez archipel, loin de la mère patrie. D'accord? Pourquoi est-ce qu'un avion est capable de partir de Paris avant qu'un cyclone ne passe ici? Et quelque chose qui ne va pas. Hugo, c'était ça. L'avion est parti de Paris. Le cyclone Hugo n'était pas encore passé sur le Guadeloupe. Hein. Alors, il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut déjà fonctionner, déjà se secourir soi-même, ce machin, et éventuellement demander des secours par la suite. Mais il ne faut pas prévoir les secours en disant mais ne vous occupez pas, on s'occupe de tout. Et c'est ce qui fait qu'il y a complètement, comment on appelle ça, pas un désœuvrement, mais un désintéressement des gens par rapport à leur sécurité. Ils comptent sur les autres. Il faut compter d'abord sur soi, parce qu'on est directement concerné. Autonomie alimentaire, obligatoire. Alimentaire, donc eau, nourriture, etc. Autonomie énergétique, obligatoire. Et il y a un truc qu'on a ici, qu'on n'arrive pas à développer correctement, qu'on essaye, mais qu'on bricole toujours un petit peu, c'est la géothermie. C'est le seul truc naturel qui ne fait pas de déchets et qui est plus permanent, qui est permanent par rapport au solaire, par rapport à l'éolien. La géothermie, c'est quelque chose à développer au maximum. Alors la géothermie, bien sûr, elle est en zone volcanique. Bon.
Mais le jour où le volcan va se réveiller, ok, on arrête. Mais il faut développer d'autres sources d'énergie un peu partout. Donc il faut diversifier les sources, donc la géothermie, solaire, etc. Et les endroits où on produit ça. Faire des retenues d'eau douce en grande terre, parce qu'on a commencé à faire du manoir à Capesterre-Bello, routier. On est en train de faire Moreau, à Bradaville, etc. C'est une aberration, parce que les canalisations d'eau, c'est pour alimenter la grande terre. La canalisation d'eau, elle passe sous la rivière salée, sous les ponts. Le jour où il y a un séisme, c'est cassé. Et il faudra prendre des mois avant de réparer. Donc la grande terre va mourir de soif pendant ce temps-là. Donc il faut mettre les réserves d'eau déjà en grande terre, avec des alimentations d'eau évidemment de la montagne, avec des mêmes canalisations d'eau qui passent sous les ponts. Le jour où la canalisation est cassée, mais l'eau est déjà là-bas. Donc il faut faire des retenues d'eau. En grande terre, les gâchettes et les tailles, c'est des flaques d'eau en plein soleil. Donc c'est pas suffisant. Il faut prendre les grands fonds, bétonner les grands fonds à certains endroits. Vous allez voir du manoir, vous allez voir ce que c'est comme béton. Et bétonner un certain nombre de mornes dans les grands fonds. Vous savez, dans les grands fonds, il y a de grandes profondeurs, de grandes différences d'altitude. Et vous bétonnez, vous fermez un certain nombre de mornes, vous étanchéifiez ça, vous remplissez ça par de l'eau qui vient de la montagne, et vous avez un lac artificiel qui fait au moins 50 mètres d'épaisseur d'eau, de profondeur. Et si, comme il n'y avait pas des tremblements de terre tous les jours, vous mettez un petit hôtel-restaurant à côté et vous faites faire des gens du pédalo, de la planche à voile, etc. Et vous rentabilisez votre ensemble comme ça. J'ai vu ça dans les îles voisines, là. J'ai vu ça aussi à Cuba. D'accord? Donc il faut penser, réserve d'eau, oui, mais pas n'importe où. D'accord? Développer la désalinisation d'eau de mer. Oui, je suis pour le fait de dessaler l'eau de mer, mais c'est coûteux en énergie et c'est surtout que ça fait des saumures. On oublie ça. Quand vous dessalez l'eau de mer, le sel, il faut bien le mettre quelque part. Donc, au niveau de la Guadeloupe, ça fait beaucoup de consommation d'eau et beaucoup de saumure. Mais si on fait au niveau de Marie-Galante, des Saintes ou des Irades, la quantité de saumure sera différente. D'accord? Donc, on va faire des réserves d'eau pour nous avec l'eau naturelle qu'on a, parce qu'on ne manque pas d'eau, c'est pas du tout. Mais pour les îles voisines, les petites îles comme nos îles à nous, hein, Marie-Galante, les Saintes-Dominique, il n'y a pas d'eau, on dessaline l'eau de mer. Ça, c'est pratique. Développer les voies de circulation et surtout le transport public. Arrêter les histoires de déviation, d'autoroute et compagnie, il faut arrêter ça. Et il faut aussi faire du maritime. Mon père, qui était né en 1922, il m'a dit, Port-Louis, Pointe-à-Pitre, et c'est pas montagneux, Port-Louis, Pointe-à-Pitre, hein, ça se faisait en bateau à l'époque, il n'y avait pas de route. D'accord? Moi, j'ai connu des Pointe-Noires en bateau. Il n'y avait pas de route entre des et Pointe-Noire. On ne faisait pas le tour de la Guadeloupe en voiture. Il n'y avait pas de route des Mamelles à l'époque. Les routes des Mamelles, c'est 65. D'accord? Saint-François, je vais vous montrer les cartes de Saint-François, Pointe-des-Châteaux et tout ça, c'était pas des routes, c'était des pistes presque, etc. Donc revenir au maritime, les vieux forts, Trois-Rivières, vieux forts Basse-Terre, ça se faisait en bateau, il n'y avait pas de route, etc., etc. Bon, et puis création d'une ville monde vert, alors ça c'est un dada qui tient à cœur avec d'autres personnes, c'est pas mon projet, hein, c'est le projet de d'autres personnes. Création d'une ville nouvelle moderne en Guadeloupe, dans le nord-est de la Grande Terre par exemple, territoire de Petit Canal. Une ville collectée, branchée, autonome, transport public, autonome en énergie, panneaux solaires sur toutes les toitures, etc. Pour loger des personnes qui seront déplacées, des littoraux qui sont en danger. Et aussi, en cas de réveil de la soufrière, vous mettez les gens où? Montserrat, la dernière évacuation a eu lieu le 3 avril 1996. Et ils sont toujours évacués en 2022. Là. Donc il y en a qui sont nés à Montserrat, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur ville. Et donc ça peut arriver ici. Donc le jour où on va mettre 120 000 personnes de Basse-Terre ailleurs, il faut bien les accueillir quelque part. Donc il faut penser à ça dans l'aménagement du territoire. Donc voilà, je crois que j'arrive au bout. Et on a créé une association avec un certain nombre d'individus, qui des collègues un peu scientifiques, un peu économistes, un peu architectes, etc., environnementaux, qui s'appelle PANGA. PANGA en créole, ça veut dire attention, Pangade, etc. Pour justement servir de référent à des politiques, des services de conseil. Donc on a des éléments comme moi, des éléments comme Jean-Marie Floreur, des éléments comme des architectes, il y a une fille qui s'occupe d'environnement et de sécurité du travail, etc. Plusieurs personnes spécialisées dans leur domaine qui sont chargées de servir de conseil aux autorités, à condition qu'on vienne bien nous demander le conseil en question, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Voilà, donc cette association-là existe, elle est en train de se formaliser pour l'instant. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais je pense que j'ai dépassé. Intéressant. Merci beaucoup. On peut applaudir.
Merci beaucoup, Christian Ténor-Abazac. Alors, nous allons passer maintenant aux questions. Je vous propose la démarche suivante. Je propose qu'il y ait des séries de 4 questions. Donc, 2 questions d'abord par les étudiants de formation, 2 questions du master. Donc, on va collecter les 4. Ensuite, Christian répondra et on passera peut-être aussi à 2 questions du chat du Zoom. Donc, on commence par les questions de la salle et après, on passera aux questions du Zoom. Donc, d'abord, question des étudiants de formation. Alors, je précise quand même une chose. Si vous estimez qu'il y a déjà des réponses à vos questions, ce n'est pas la peine de les reposer. Hein. Bon. Ceci dit, on ne sait jamais, on n'est pas sûr qu'il y ait la réponse. Si vous avez des doutes, autant poser la question. OK? Donc, formation, à vous. Alors, merci. Merci beaucoup, Monsieur Ténor-Abazac, pour cette belle intervention qui pose vraiment la question de la gestion du risque, vraiment, et de la préparation des populations. Donc, nous avons préparé des questions dans ce sens. Donc, je vais passer la parole à Mallory, qui va poser la première question. Alors, bonjour. Alors, bonjour à tous. Alors, comme M. Mérion l'a pu dire initialement, nous avons été sur le terrain durant 2 jours à Capesterre. Certains des étudiantes étaient sur le terrain et 3 autres positionnés au CCAS avec l'équipe France Service sur les instructions des dossiers de déclaration du sinistre, mais aussi sur les appels, c'est-à-dire des entretiens téléphoniques afin de compléter tous les dossiers. Le premier jour, nous avons eu 180 dossiers à instruire, 90 appels en moins de 4 heures de temps, afin de pouvoir obtenir des chiffres rapidement. Alors, un constat au bout de ces 2 jours a été l'organisation. Comment la municipalité a appréhendé ou a accueilli cette situation. C'est pour cela que je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a une sanction prévue pour les communes qui n'auraient pas mis en place le protocole ou même limiter les risques de ces populations, sachant que ce sont des vies humaines qui étaient menacées, en danger par moment. Et je pense qu'il était important de réagir rapidement. Et en tant que future assistante de service social, nous n'avons pas eu ce sentiment qu'il y avait une réponse à apporter immédiate. Voilà. Merci. Deuxième question de formation. Oui, la deuxième question. La tempête, je me présente de nouveau, Sabine Lancastre. Hein. La tempête Fiona, qui a ébranlé des portions du territoire, a fait émerger la question suivante. L'artificialisation révèle une réelle problématique. Quelles mesures seront mises en place pour la limiter, voire l'interdire? Merci. Très bien. On passe maintenant à 2 questions du côté master. Qui les pose? Alors, Diana Laura. Oui, du coup, merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante et je vais passer la parole à Jean-Marie. Bonjour à tous. Alors, la première question est la suivante. Existe-t-il des politiques de coopération régionale pour faire face à ces risques naturels? Et la deuxième? Alors, je me présente, moi, Jean Rudy. Alors, la deuxième question, c'est une question simple. A-t-on les moyens humains et techniques pour faire face à des risques naturels, comme une forte montée des eaux, par exemple, en cas de tsunami?
Bien, merci pour ces 4 premières questions. Alors, la première, apparemment, elle porte sur des sanctions relatives aux communes. Peut-être que Julien Mérillon pourrait y répondre. On passera la parole ensuite ouais, Oui, à alors, Christian. très rapidement, hein, en la matière, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'organisation de la prévention et de la gestion de risque est contenue dans un dispositif législatif qui est la loi du 13 août 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile. Bien. Et on a simplement indiqué quelles allaient être les mesures à prendre, le PCS, le plan communal de sauvegarde, la réserve communale de sécurité civile, etc. Maintenant, on est en droit public, en droit public français. Évidemment, aucune de ces dispositions ne sont assorties de sanctions qui tendraient à faire que les communes puissent aujourd'hui être sanctionnées ou en tous les cas être victimes d'une certaine forme de répression étatique. Autrement dit, la sanction, elle est dans la population. Et je crois que c'est la capacité des citoyens aujourd'hui à sanctionner les manquements par leur mobilisation, c'est peut-être la seule forme de sanction qui existerait. Effectivement, je ne pense pas que tellement qu'on puisse sanctionner de manière, comment dirais-je, radicale un organisme, une commune, sinon par des subventions, par une absence de subventions. Je ne sais pas comment on peut reprocher à un maire de ne pas avoir fait le travail qu'il faudrait faire de prévention, sauf après catastrophe. Parce qu'après catastrophe, je pense que là, il peut y avoir des sanctions. Il y a des responsabilités. Voilà. Mais actuellement, comme on est en période, on va dire, verte, il ne se passe rien, à peu de choses près, accuser quelqu'un de ne pas faire le travail, c'est difficile. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments, etc. Donc c'est ça le problème de niveau légal qui me gêne, moi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il faut, et c'est le fait qu'il ne fasse pas ce qu'il faut, qu'il n'ait pas fait ce qu'il faut, lorsque le phénomène va se produire et qu'il y aura des problèmes, qu'on va le sanctionner. Mais on ne peut pas le sanctionner avant, et je ne sais pas pourquoi. Ça va ? Alors, si je comprends bien, donc l'artificialisation des sols, limite et interdiction. Bon, évidemment, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut arrêter de faire des routes. Il faut arrêter de faire du béton partout. Il faut essayer de faire il faut développer le pays, donc il faut garder des terres pour s'alimenter, pour pouvoir cultiver. Donc ça rentre dans tout ça, l'artificialisation des sols. Le fait de faire une ville nouvelle, ça peut être aussi un problème d'artificialisation de sol, mais si vous éliminez les éléments qui sont en danger actuellement au bord de mer, par exemple, je rêve, le bas du fort, vous le déplacez à Petit Canal, il n'y a plus de béton là. Et donc on ramène les sols à leur nature, etc. Et en même temps, l'artificialisation des sols, c'est un problème qui est global à un ensemble de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'artificialisation des sols qu'il faut regarder, c'est aussi ce qui crée les inondations, ce qui crée les crues. Et c'est surtout d'aller artificialiser des sols à un endroit où on ne devrait pas le faire. Parce qu'il y a des tas d'endroits où on peut construire, c'est évident, on peut faire des choses, on peut aménager, mais il ne faut pas faire des aménagements. Je prends l'exemple du lit de la rivière des Pères, non, aux Herbes, à Basse-Terre. En plein centre-ville de Basse-Terre, on a bétonné le fond de la rivière. Et c'est toujours bétonné. Et tout le monde a rouspété en disant, un jour ou l'autre, il y aura une catastrophe à cause de ça. Je rappelle, et pour vous rassurer, pour Fiona, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène non plus séculaire, ça n'a rien à voir. Un phénomène centenal, c'est un phénomène qui a une chance sur 100 de se reproduire chaque année. Je dis bien un phénomène centenal, c'est un phénomène qui se reproduit, qui a une chance sur 100 de se reproduire chaque année. Un phénomène décennal, c'est une chance sur 10 de se reproduire chaque année. C'est ça la définition. Ce sont des statistiques. Et pour Fiona, 2022, je vous rappelle qu'on a, si je m'arrête simplement en 1949, vous retrouvez ça là-dedans, 20 septembre 1949, il y a eu un cyclone et il y a eu 8 morts à Basse-Terre. Les ponts de la rivière aux Herbes, celui dont c'est bétonné là actuellement, les 2 ponts du centre-ville de Basse-Terre ont été emportés.
en 1949. Il y a eu 8 morts. On n'a pas retrouvé les corps en plus. Et depuis 1949, 20 septembre 1949 jusqu'à Fiona, Fiona, c'est le 4e phénomène qui fait ce genre de phénomène. De 49 à aujourd'hui. 4e phénomène. C'est pas nouveau, c'est pas exceptionnel. Voilà. Donc, artificialiser les sols, oui, attention, pas n'importe où. Bon, c'est plutôt Julien, ça, c'est plutôt Coréca. Je crois que les collègues, enfin les voisins font souvent 10 fois mieux que nous, parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens que nous. On a des moyens colossaux, on va dire, par rapport à eux, mais eux, ils savent ce que c'est qu'un cyclone, ils savent ce que c'est qu'un tremblement de terre, ils savent ce que c'est qu'une éruption volcanique, ils sont formés à ça, et ils l'appréhendent différemment que nous. Merci. En matière de coopération régionale, c'est vrai que ça me paraît être l'un des sujets qui devrait faire l'objet d'une très large concertation entre les pays voisins, eu égard au fait que, bon, on est tous soumis pratiquement aux mêmes risques et on a les mêmes vulnérabilités. Alors que je vous dise d'abord qu'entre les pays membres de la CARICOM, il existe un organisme qui s'appelle CDMA, Caribbean Disaster Emergency Management Agency, qui est un organisme qui a pour mission précisément de mettre en commun les moyens des différentes îles et notamment de faire la prévention, c'est-à-dire de faire en sorte que, par exemple, au début de la saison de cyclone, il y a des petites dessins animés, des petits BD qui passent dans les télés régulièrement et qui assure donc une forme de diffusion de l'information. Ça existe déjà dans ces différents pays. Alors, le statut actuel de la Guadeloupe fait que, bon, on ne peut pas être membre de la CDMA. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de contacts existent, mais qui sont souvent informels. Alors, il faut dire aussi que, notamment sur la question de la prévention en matière volcanique, Christian peut en parler, il y a eu des contacts assez étroits entre le laboratoire de Guadeloupe, Montserrat, Martinique et Trinidad. Donc, cette coopération, elle existe déjà dans un certain nombre de secteurs, mais il est évident qu'il faut, à mon avis, aller beaucoup plus loin et faire en sorte qu'il y ait une espèce de maillage eu égard aux risques et à leur intensité dans notre région. Je complète ce que tu dis. Effectivement, tu as raison. Le maillage existe au niveau des îles anglophones et néerlandaises. Parce que c'est le Seismic Research Unit, aujourd'hui c'est Seismic Research Center, qui s'occupe de toutes ces îles-là. Même si vous avez la Grande-Bretagne quelque part, vous avez la Hollande d'autre part, mais c'est les collègues de Trinidad qui gèrent ces îles-là, ces volcans. Et nous, Guadeloupe-Martinique, on est géré par Paris. Et moi, j'ai des réflexions régulières, parce que j'ai travaillé à Trinidad et avec les collègues et tout ça, régulières de mes collègues et amis de Trinidad, ils me disent « Christian, vous n'êtes pas caribéen, vous êtes des Parisiens ». Guadeloupe-Martinique, c'est vrai, c'est malheureusement le cas. Nous, on est plutôt nous, c'est nous qui fermons la porte alors qu'eux, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à collaborer. Et à tel point que, bon, j'étais appelé à Montserrat pour la crise, à tel point qu'encore, il y a juste 2-3 ans, on m'a demandé, dans ma retraite, de prendre en charge l'observatoire de Montserrat. Alors, je dis, bon, ça va, j'ai 40 ans de données, etc. Vie de famille, c'est pas facile. Donc, j'abandonne. Je ne vais pas à Montserrat en tant que responsable. Je vous laisse trouver quelqu'un de plus jeune. Voilà. Donc, eux, ils sont demandeurs. Mais vis-à-vis de Paris, c'est pas facile. Et Paris il veut garder son hégémonie, moi je le dis, ça c'est mon opinion, sur nous, Guadeloupe-Martinique. Voilà. Alors, pour aller même un peu plus loin, Christian, par exemple, il faut savoir que tout ce qui est aujourd'hui sismique et volcanologique est géré par l'Université des West Indies, directement. C'est-à-dire c'est l'Université des West Indies qui est le point central de là où partent les experts. Donc s'il y a une crise à Montserrat, il partira de Trinidad, puisque c'est à Trinidad qu'ils sont. La crise de Saint-Vincent a été gérée depuis Trinidad. Donc, cette coopération, elle existe fortement. Et à telle enseigne que des dispositions avaient été prises au cas où l'évacuation devrait être plus importante. Des personnes pourraient être dégagées sur Sainte-Lucie, sur la Barbade,
de façon à les mettre à l'abri si d'aventure la soufrière devait avoir une éruption beaucoup plus forte que ce qui avait existé. On était en avril 2021, il y avait... soufrière de Saint-Vincent. Soufrière de Saint-Vincent, oui, voilà. Très bien. Il y a une question qui est en suspens, une question sur les moyens dont on dispose pour faire face à la situation, moyens humains, moyens matériels. C'est bien ça? Notamment du tsunami. Voilà. Alors, première chose, premier postulat, l'homme n'a pas les éléments techniques et scientifiques et énergétiques pour pouvoir arrêter tout phénomène naturel ou l'empêcher de se produire ou de le contrôler. On a quand même détourné un météore. Oui, mais on a fait un test. C'est vrai que c'est un phénomène naturel, mais on a fait un test. C'est juste un test de météore qui ne nous menaçait pas, mais on a testé en balançant un petit objet dessus pour essayer de le dévier. Juste pour savoir si le jour ça nous arrivera réellement. On dévie, mais on ne détruit pas. Et même le fait de dévier, alors une chose qu'il faut savoir aussi, vous avez une météorite qui menace la planète, si vous la faites exploser un peu à distance de façon à avoir moins de morceaux sur la tête, sur la Terre, et le faire dévier, faites attention, vous avez un objet qui est massif, qui va être grave en cas d'impact avec la planète, mais en même temps, si vous le pulvérisez, vous avez un paquet de petits objets qui vont vous arriver aussi pareil. Donc faites attention, la solution n'est pas forcément meilleure. Le remède, comme on dit, le remède est peut-être pire que le mal. Voilà. Donc, ça sont des choses qui sont en test. Il faut espérer que ça va marcher. Mais pour l'instant, on ne sait pas empêcher un cyclone. On ne sait pas empêcher une éruption volcanique. On ne sait pas dévier un cyclone. On ne sait pas... Alors, on a dévié de la lave sur l'Etna. J'ai des collègues qui déviaient de la lave avec des bulldozers sur l'Etna. Mais c'est des volcans effusifs. C'est des volcans avec des rivières de lave rouge. À La Réunion, c'est faisable, entre guillemets. À l'Etna, ça a été fait. Sur la Guadeloupe, c'est impossible. Hein. On n'aura pas de coulée de lave rouge. Hein. Ici, on a des nuits ardentes. Les nuits ardentes, c'est la lave qui sort, qui est de la pâte à modeler, c'est du mastic et qui explose et qui se pulvérise. Et c'est ça qui vole vers vous à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure et à 800 degrés. Donc, le bulldozer, lui, il ne sert plus à rien. D'accord? Et puis ça vole, hein. C'est dans l'espace. Hein. C'est au sol et sur une certaine tranche verticale d'atmosphère. Donc, ça ne sert plus à rien. Donc, on ne peut pas faire ça sur nos volcans. Donc les cyclones ne veulent pas les créer, ni les dévier, ni les atténuer. On a des expériences de ça, mais c'est pipi de chat, ça fait, vu l'énergie. Par exemple, si je vous prenais Marilyn, 1995, un ouragan de classe 1. Marilyn a fait les dégâts qu'on sait à Basse-Terre, hein, c'est des dégâts de l'équivalent Fiona. Hein. Marilyn, classe 1, c'est un ouragan, donc des vents entre 110, 120 et 150 km à l'heure. Moyen, soutenu pendant une minute. Cet ouragan-là, il développe sur la mer l'équivalent de 60 kilotonnes d'énergie. La bombe d'Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Donc 3 fois la bombe d'Hiroshima en énergie physique, hein, pas en rayonnement nucléaire, ça n'a rien à voir. Hein. 60 kilotonnes d'énergie par seconde sur l'océan. 60 kilotonnes d'énergie par seconde sur l'océan. Donc, Marilyn a duré, je ne sais pas, moins 15 jours au moins ou 3 semaines. Vous imaginez le nombre de secondes que ça représente et le nombre de kilotonnes, de mégatonnes après que ça représente en énergie. Donc, nous, sur la planète, on n'a pas l'équivalent pour faire ça. On ne peut rien faire. Et je dis tout le temps, et je me bagarre avec les écolos, et pourtant je suis écolo, pour dire, faites attention au vocabulaire que vous utilisez. Protéger la planète, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être prétentieux. On n'a pas les moyens de protéger la planète. La planète, elle a toujours existé bien avant nous, elle existera bien après nous. Si vous faites exploser toutes les bombes que l'on a, nucléaires, chimiques et compagnie, en même temps, au même instant, n'importe où sur la planète Terre, vous n'allez pas détruire la planète. Vous allez détruire la vie sur la planète. La planète va continuer de tourner toute seule, sans nous. Et c'est la vie que vous aurez détruit, les arbres, les animaux, les humains, etc. Mais la planète, elle sera toujours là. Sauf s'il y a un objet céleste qui lui tombe dessus. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas se prendre pour des super humains capables de tout faire. Alors, vis-à-vis des tsunamis, on a des murs qui permettent, des digues qui permettent de s'affranchir des tsunamis. Alors, Fukushima, l'exemple du Fukushima, 11 mars 2011, tremblement de terre magnitude 9, qui a déclenché le tsunami, qui a été cassé la centrale nucléaire de Fukushima. La centrale était protégée par des murs de 9 mètres. Et le tsunami est passé au-dessus. D'accord? Et le problème, c'est que non seulement l'eau est passée au-dessus, mais les murs, ce qui restait, ont empêché l'eau de repartir. Vous voyez que souvent, le remède peut être plus dangereux que le mal. C'est pareil pour Katrina à la Nouvelle-Orléans, au Texas, en Louisiane, je ne sais plus. Il y a eu des inondations à Nouvelle-Orléans, mais il y avait des digues qui ont cédé.
Mais les 10 qui n'ont pas cédé ont empêché à l'autre de repartir à sa place. Ainsi de suite. Donc, le tsunami, c'est rare, ça existe, c'est rare, c'est pas fréquent. Des tsunamis graves, méchants, c'est 3-5 fois par siècle, ce qu'on a vu à la télé, par exemple, Sumatra, Fukushima, etc. C'est pas souvent, heureusement. Pour lutter contre ça, la seule chose qu'il faut faire, c'est soit avoir des systèmes d'alerte sérieux et efficaces, et ça commence à être possible, de prévenir les gens, mais il faut former les gens aussi à écouter ce que c'est qu'une sirène. Pas parce qu'on a une sirène qu'on est protégé, il faut savoir à quoi correspond la sirène. Et deuxièmement, il faut aussi voir le tsunami avec ses yeux, parce que vous n'aurez pas le temps de déclencher la sirène. Un exemple de tsunami avec Montserrat, le temps de trajet de tsunami qui est déclenché par Montserrat, qui part de Montserrat, qui arrive à Déé, c'est 7 minutes. Donc je vous mets au défi de prévenir les gens qui habitent à La Perle, à Grand'Anse, etc. en 7 minutes, alors que vous ne savez même pas que le tsunami est parti. Même s'il y a quelqu'un qui est à Montserrat, appuie sur un bouton et qui va déclencher des sirènes sur les plages de la Côte-sous-le-Vent, c'est pas possible. D'accord? Bon, et dernière chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on a une culture. Et on a oublié notre culture amérindienne. On a une culture africaine, européenne, etc. Mais on a oublié notre culture amérindienne. Et il y a une chose que je voulais faire remarquer, c'est que nos anciens habitants caribéens de la région, les Indiens, ils ne construisaient pas au bord de la mer. Ma grand-mère m'a toujours dit, Christian, on ne pas construit bord de l'eau, ni bord de rivière, ni bord de mer. On le savait. Alors, en plus des phénomènes tsunami, marée de tempête et compagnie, il y a les sargasses en plus, maintenant. Bon, on ne pas construit bord de l'eau, et les Amérindiens faisaient quoi? Ah ben, ils avaient leur village à l'intérieur des terres. Et qu'est-ce qu'ils avaient au bord de l'eau, à votre avis? Les cimetières. Les cimetières amérindiens, ils sont sur les plages, ils sont en littoral. C'est pas leurs habitations qui étaient au bord de l'eau. Et ça, on a oublié ça. Alors, pour des histoires de pression foncière, d'argent, de tout ce qu'on veut, de beauté naturelle de la mer, etc., de mode de vie, on a construit au bord de la mer. J'ai rien contre, hein, je suis d'accord, à condition que les gens qui habitent là sachent qu'à un moment donné, il faut qu'ils partent. Il ne faut pas qu'ils restent là. Et éventuellement, que les assurances ne les assurent pas. Ça aussi, aussi cet aspect-là. Voilà, ça fait partie des phénomènes d'aménagement du territoire. Moi, je connais le Bas-de-Fort en campagne, en rase campagne, avec des plages. Maintenant, c'est la ville. Mais un jour, il y aura un problème. Très bien. Alors, on va peut-être passer à des questions, 3 questions, peut-être que des internautes, à partir du Zoom, s'il y en a. Alors, j'aurais simplement, merci M. Renoir, merci M. Abazac pour ces réponses très enrichissantes. J'aurais une question sur le Zoom qui est la suivante. Pourquoi les indemnisations prennent autant de temps à être mises en place? Un fonds de secours immédiatement disponible peut être envisageable. C'est la seule. La seule. Non, sur la question des indemnisations, moi, je ne suis pas juriste, je ne pouvais pas répondre sur ces questions. Dans ce groupe ici, nous ne sommes pas juristes, donc malheureusement, on n'a pas de réponse directe à la question des indemnisations. Alors, je pense que ce sont des questions qui concernent l'action de l'État, je suppose, les assurances, mais les aides, plus généralement, accordées. Alors, j'ai vu dans la dernière parution, je crois, de Nouvelle Semaine, j'ai vu un numéro spécial concernant les aides après ces catastrophes. Alors, je vous renvoie à cela, mais j'avoue que je n'ai pas d'éléments directs sur les aides accordées en matière de catastrophes naturelles. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions du Zoom, on va revenir aux questions de la salle avec 2 questions à nouveau de formation et 2 questions du master de sciences politiques. Alors, ça va d'abord être un retour d'expérience et ensuite une question. Alors, c'est vrai que ça soit sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau ou de Basse-Terre où nous sommes intervenus, effectivement, nous avons rencontré des familles vraiment en grande difficulté, en grande vulnérabilité, des familles qui ont tout perdu, leurs meubles, on va dire les choses du quotidien, qui ont perdu des papiers très importants, notamment vous parliez d'indemnisation, des papiers importants pour constituer les dossiers d'indemnisation. Et c'est vrai que nous, en tant que futurs travailleurs sociaux, nous avons quand même ce rôle d'accompagnement, le rôle de prévention, en tout cas pour aider les familles à sécuriser leurs papiers, à vraiment faire comprendre que c'est important. Nous sommes dans un département, effectivement, où les risques sont là, en fait, sont importants. Donc,
vraiment prendre cette habitude de sécuriser ses papiers. Et donc, une question a émergé. Donc, je vais passer la parole à Anaïs concernant les réactions des populations. La question 6. Alors, c'est vrai que... Excusez-moi. Donc, moi, ma question ne portait pas vraiment sur la prévention, si on va dire ça comme ça. C'était plus... donc, monsieur Anténor Balzac, vous avez parlé de la récurrence des phénomènes tropicaux. Et on assiste aussi à une population qui refuse de quitter leur habitation. Et compte tenu du fait que, bon... Je pense que vous en avez parlé aussi, c'est l'éducation, elle n'est pas faite, ou encore la mauvaise transmission des informations, ou peut-être la transmission des informations, mais qui n'est pas vraiment comprise par la population. Comment expliquer que ces populations, malgré la récurrence sur ces dernières années de phénomènes tropicaux, refusent quand même de quitter leur habitation compte tenu du risque? Deuxième question de formation. Non? Bon, écoutez, s'il n'y en a pas pour le moment, on passe au master de sciences politiques. Qui prend la parole? Il n'y a plus de questions? Oui? Oui, nous avons une question de Fresnel. Bonjour à tous. En fait, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'un territoire soit plus vulnérable que d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une peut-être? Non? Bon, écoutez, on passe aux réponses. Il n'y a pas de questions. Bon. Le temps, je ne sais pas. Bon, la mobilisation, bon, ça prend du temps, oui. C'est vrai qu'en France, ça va vite. Ici, ça va un petit peu plus lentement. Mais c'est la distance, vous savez. Il y a l'Atlantique au milieu. Bon. Ensuite, les pertes de documentation. Alors, je vous affiche le kit de survie, un exemple de kit de survie. Voilà le mien. Le mien dans mon dos, là, c'est ma veste multipoche. Là-dedans, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, mais dans la voiture, il y a de l'eau. Documents familiaux. Les titres de propriété, les assurances, les pièces d'identité, etc. Tout ça, ça rentre dans le kit de survie à mettre en sûreté. Alors évidemment, si la maison est emportée, il faut mettre ça, je sais pas où, mais il faut pas mettre ta maison là, quoi. Vous voyez le problème, hein? Alors, justement, c'est pour rebondir sur le refus d'obtempérer, de quitter les lieux. Ben, effectivement, c'est un problème d'éducation. Alors, on a oublié le « mon pas construit bas de l'eau ». Et pour des histoires de c'est mon terrain, c'est à moi, pour des histoires électorales, l'histoire de Rivière-des-Pères est classique là-dessus. Rivière-des-Pères, c'est une municipalité d'une certaine époque qui a mis des gens là. Et je vous ai montré tout à l'heure la zone de Basse-Terre, de Rivière-des-Pères, où il n'y avait personne, ou très peu de maisons, le long de la mer. Parce qu'en plus, on a eu de la chance pour Fiona. La rivière a débordé, d'accord, et a tout massacré, mais heureusement que la mer est restée calme, hein. Parce que le boulevard maritime qui était en construction à côté, il n'a pas été arraché comme il a pu être arraché à l'époque par d'autres cyclones. Et donc là, on aurait été coupé vraiment de la côte sous le vent, hein, là, si cette route-là était partie. Et il y a eu encore plus de dégâts parce qu'il y a des maisons vraiment en face de l'eau. Là où ils font la fête du balarou, du coup des roues, etc. C'est vraiment, il n'y a que la route à 4 voies qui est balayée par la mer. Et les cailloux, si vous connaissez Basse-Terre, vous voyez où se trouve la poste de Basse-Terre actuellement, le boulevard la promenade des Anglais, là, le boulevard bas du Fort d'Elgrès, pour le cyclone Dino Mar, je ne sais plus lequel, qui n'est pas vraiment passé sous la Guadeloupe, il y a eu des cailloux, des blocs de roches, de l'enrochement du boulevard maritime de Basse-Terre qui sont arrivés dans la poste. D'accord? Donc, on a sorti des administrations à l'intérieur de la ville pour des raisons pratiques, pour les amis au bord de mer, mais on s'est mis en danger, par exemple. En matière d'aménagement du territoire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, par rapport au refus d'obtempérer, c'est le fait qu'on a oublié aussi cette culture-là et le fait que, on oublie avec la culture, on oublie aussi avec les progrès techniques. C'est-à-dire qu'on fait confiance à la science et on fait confiance à l'information, sachant que la science a ses limites
Et sachant que l'information aussi a ses limites, la prévision a ses limites. On sait prévoir des trajectoires de cyclones, mais pas forcément à coup sûr. Je prends l'exemple de Earl qui est passé avant Fiona. Earl, c'est un échec en matière de prévision et en matière de prévision d'intensité de trajectoire. Earl devait rester tempête tropicale dans la zone, mais Earl est parti en ouragan vers les États-Unis, vers le Canada, etc. C'était une erreur et un échec de prévision des scientifiques. Et ça arrive, et c'est logique. C'est pas des sciences exactes, tout ça. On ne sait pas tout faire. Donc, refus d'obtempérer, les gens pensent qu'on sait tout faire. Non. Alors, je prends un autre exemple. Je suis né là, il ne s'est jamais rien passé. Mon grand-père, il est là, il est mort là, il ne s'est jamais rien passé. Ils ont raison, les gens, de dire ça. Sauf qu'il faut bien avoir compris que, quelle que soit la génération qui est concernée, si à un moment donné, il doit se passer quelque chose, ça va se passer. Alors, ça peut se passer cette génération-là, ou la génération d'avant, la génération d'après, etc. Vous voyez? Donc, c'est pas un argument de dire « Ah ben, il ne s'est jamais rien passé là, de l'eau est montée, on va rien périver moins, tranquille. » Ça, c'est un mauvais raisonnement. Parce que c'est un raisonnement qui est on va dire, qui est personnel, qui est lié à soi, mais qui ne tient pas compte de l'ensemble de l'environnement, de la nature et tout ce qu'on a autour de soi. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que des gens qui refusent d'obtempérer, moi, je considère ça que c'est un manque d'éducation, pas d'éducation morale, c'est pas ça, mais un manque d'éducation sur le risque naturel, manque d'information, manque de formation. Et si on éduquait les gens à l'école, si on éduquait les gens toute la journée, plus ou moins, moi, je vois ce qu'on a fait pour le Covid dans les supermarchés. Les rares fois où je vais dans un supermarché. Des annonces Covid, ceci, cela. Oui, d'accord. Et pourquoi on ne le fait pas pour le risque cyclonique, pour le risque naturel? Je vois aux élections municipales, aux élections locales, il y a des voitures haut-parleurs qui passent partout pour faire avec de la musique des discours et puis pour annoncer des conférences. Et moi, quand j'étais gamin à Pointe-à-Pitre, sur ces mounes la Pointe, j'étais gamin à Pointe-à-Pitre, les cyclones, ils étaient annoncés par des voitures haut-parleurs comme ça. Et au mois de mai, juin, les voitures haut-parleurs passaient pour dire aux gens: en rentrant en saison cyclonique, faites attention, revisez vos toitures, revisez vos ouvertures, revisez votre maison, parce qu'on va rentrer en saison cyclonique. On ne le fait plus. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que mes collègues de Trinidad me disent: mais ce n'est pas mon incident, ce n'est pas mon Caraïbes, ça c'est mon France. Ils me disent ça parce qu'on fonctionne France. Mais la France, il n'y a pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais il faut vraiment revenir à nos origines, à nos cultures, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a aussi du bon côté, qui permet, par exemple, dans la prévention, de faire attention. D'accord? C'est la réponse que je peux faire par rapport à ce refus d'obtempérer, qui est, si les gens étaient éduqués de manière permanente, d'eux-mêmes, ils se disent: bon, ben, cyclone Kavin, donc à Foucault, on peut arrêter là. Casamance pas certain, on peut arrêter là. Il n'y a pas besoin d'avoir les gendarmes, la police pour les faire partir. C'est ça qui nous manque. C'est la constance de l'information préventive. Et c'est pas un coup. Alors, le 13 octobre, c'est la journée des résiliences. Moi, j'ai 3 conférences dans la journée. D'autres collègues ont des conférences un peu partout. Ouais, on fait ça épisodiquement. Mais il faut le faire en permanence pour nous. Voilà. Bien, merci. Il me semble que les dernières paroles de Christian sont tout à fait dans le sens d'une quasi-conclusion, la nécessité de prévention, d'information, et peut-être que j'ai retenu également d'être un peu plus autonome dans ce qu'on fait et de pouvoir prendre des décisions sur place. Voilà, très bien. Alors, nous allons devoir conclure et peut-être que passer la parole à l'observatoire de la ville des Abîmes pour conclure, puisqu'il est presque 11 heures. Les 2 heures que nous avions prévues sont pratiquement terminées. Donc, je passe la parole à Lisa Barbin et Charlie Rousseau pour la conclusion de cette manifestation. Pourquoi est-ce qu'on a toussé pour les domaines? Je sais pas si on a le temps de... Ah oui, il y a la question sur pourquoi un territoire serait plus vulnérable que notre. Voilà. Alors, nous, en matière de cyclones tropicaux, nous sommes sur l'autoroute des cyclones. Je viens de montrer les trajectoires des cyclones, là. J'essaie de le retrouver, là, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Vous avez vu les trajectoires des cyclones. Donc, il y a des gens qui s'offusquent, qui se disent: mais avec le réchauffement climatique, les cyclones reviennent en Europe. Oui, ça s'est toujours fait. C'était 1800, les courbes de 1700...
1713, je ne sais plus quoi, hein, jusqu'à aujourd'hui. Reviennent en Europe, mais ce n'est pas des cyclones tropicaux, c'est d'autres formes de phénomènes. Ça se transforme en allant vers l'Europe. Mais nous sommes au milieu de l'autoroute. Et plus on est au nord dans cette autoroute-là, sous les tropiques, plus on est concerné. Donc il y a plus de cyclones en Guadeloupe qu'en Martinique. La Martinique étant dans notre sud, il y a plus de cyclones en Martinique qu'à Trinidad. La Trinidad étant complètement au sud. Il n'y a pas de cyclone en Guyane, parce que c'est très au sud, etc. Et Haïti, par exemple, c'est en plein d'autoroute des cyclones. Tout ce qui est au nord, donc les îles du Nord, nous, Haïti, tout ça, ça prend, Cuba, ça prend des cyclones en quantité. Et c'est logique. Deuxièmement, c'est l'histoire de la subduction. Pourquoi est-ce qu'on a des volcans et tremblements de terre, hein? C'est bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver à ça. Oui, on a ça parce que on est dans une zone de subduction. Et dans le monde entier, la zone de subduction, c'est ce qu'on appelle au niveau du Pacifique, la zone de ceinture de feu du Pacifique. Et puis il y a une incursion de cette zone de ceinture de feu dans l'Atlantique. Et cette zone d'incursion de la ceinture de feu de l'Atlantique, c'est nous, les Antilles. Et dans les Antilles, donc on a... j'essaie de trouver un truc global, voilà. Je prends cette image-là, je ne sais pas si elle va aller, mais c'est le Shift 5. Bon, ouais, voilà. Par exemple, ça, c'est des volcans. Mais c'est des volcans de la planète. Vous avez, je ne sais pas si ça on va entendre, si je me déplace, vous avez tous ces rouges, là, c'est des volcans actifs, là, qui sont sur la cordillère des Andes, sur l'Amérique centrale. Vous en avez en Afrique, vous avez au milieu de l'océan Atlantique, vous en avez au milieu des océans globalement, vous en avez en Indonésie, au Japon, et la côte pacifique des États-Unis, du Canada, de l'Alaska, etc. Ça, c'est des zones de limite de plaques tectoniques. Et ces zones de limite de plaques tectoniques sont des zones sismiques, de base. Je vous montre peut-être un autre truc peut-être plus évident, si j'arrive à... Voilà, c'est là. Voilà. Ça aussi, c'est notre problème, la subduction. Ce problème-là, c'est la subduction. Bon, mais j'essaie de trouver les plaques tectoniques, mais non, je ne suis pas dans le bon truc. Voilà, donc ces zones de limite de plaques tectoniques magistrales qui sont là, vous les voyez autrement, toutes les chaînes de montagnes qui sont sous les océans, là, c'est les limites des plaques. Mais l'Amérique du Nord, c'est une plaque. L'Amérique du Sud, c'est une autre plaque. La Caraïbe, les petites Antilles, les grandes Antilles, tout ça, c'est une autre plaque. L'Afrique, c'est une plaque. L'Asie, l'Europe, c'est la même plaque. Paris, Pékin, Moscou, c'est la même plaque. C'est l'intérieur des plaques, il n'y a pas de séisme. Mais c'est les tremblements de terre, c'est une limite des plaques. Et les plaques, c'est des masses rocheuses qui sont en contact et qui forcent les unes contre les autres. Et vous avez des roches qui sont sous contrainte. Et il y a 3 types de contraintes. Premier type de contrainte, c'est l'extension. Donc ça casse des roches, donc ça fait tremblement de terre. Qui dit cassure de roches dit tremblement de terre. C'est pas méchant. Ensuite, vous avez le cisaillement, les roches qui coulissent horizontalement, qui se cassent au milieu, là. Donc ça fait tremblement de terre moyen. C'est le cas d'Haïti, c'est le cas de San Andreas en Californie, c'est le cas de divers endroits sur la planète où il y a des tremblements de terre 7,5, magnitude maximale 7,5. Il n'y a pas de volcan. En Haïti, il n'y a pas de volcan. Il ne faut pas confondre tremblement de terre et volcan, c'est pas pareil, etc. Et puis vous avez les zones de compression. Et c'est les plus dangereuses. Les zones de compression, c'est l'Indonésie, c'est le Japon, c'est l'Himalaya, c'est l'Inde qui a heurté l'Asie par le sud qui fabrique l'Himalaya. C'est aussi l'Afrique qui monte sur l'Europe et qui fabrique les Pyrénées et les Alpes, ce qu'on appelle les pissements alpins. Mais ces compressions-là sont moins puissantes et il y a moins de tremblements de terre puissants. Mais le Japon, l'Himalaya et les petites Antilles, ces zones de compression, avec subduction, ça fait des tremblements de terre violents. Et en plus, quand il y a une zone de subduction, c'est-à-dire quand il y a des océans ou des mers de chaque côté ou d'un côté, il y a des plaques qui passent sous l'autre. Et ça vous fait ce qu'on appelle une subduction. Et la subduction, ça vous fabrique des volcans explosifs. C'est-à-dire des volcans qui ne sont pas ceux-là. Ça, c'est des volcans effusifs, ça fait des rivières de lave. Hein. Vous voyez, il y a des gens à côté, hein, à La Réunion. Mais chez nous, c'est pas du tout ça. Chez nous, la lave, c'est ça. Et c'est, par exemple, ici, là, ce qui ressemble à une avalanche de neige, c'est de la lave. D'accord? C'est des nuées ardentes. Et ça explose. Et si vous êtes là, vous êtes mort. Il n'y a rien de rouge là-dedans. Et pourtant, c'est à 800 degrés. D'accord? Donc, c'est ça notre situation. On est dans un contexte géotectonique qui fait qu'on a un tremblement de terre, volcan, donc tsunami possible. Et on est dans un contexte intertropical qui fait qu'on a les cyclones tropicaux. Voilà. J'essaie de répondre le plus vite possible. Alors, je veux juste ajouter rapidement, bien que n'étant pas un spécialiste de la question, il me semble que la question qui a été posée faisait aussi la dimension humaine. Si on prend le cas d'Haïti, le 12 janvier 2010, les morts d'Haïti, c'est pas seulement une dimension naturelle, c'est l'absence de politique publique en matière d'aménagement du territoire. Et je crois que la question d'Haïti, c'est à une échelle très importante, mais ce qui s'est passé en Guadeloupe récemment pose également le problème de la part humaine dans la vulnérabilité des territoires. La question d'Haïti, c'est une question
Ça a 250 000 morts en 40 secondes. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Mais pourquoi? On a dit les constructions. Ben, c'est pas ça. C'est pas du tout les constructions. C'est un problème de comportement, c'est un problème de préparation. C'est un problème humain. Les Haïtiens, vous connaissez les Haïtiens, à 5 h de l'après-midi, quand on tient ces produits, à Port-au-Prince, on vit dehors. On est dans la rue. D'accord? Et quand on est dans la rue, on est dehors, on est à l'extérieur de quelque chose, on n'a rien sur la tête, donc on est en sécurité. Il faut savoir qu'un tremblement de terre, on n'a rien du tout lorsqu'on n'a rien en dessus de la tête. Mais vous êtes dehors, vous avez un tremblement de terre, vous êtes dehors, vous n'avez pas d'arbre, vous n'avez pas de maison près de vous, vous êtes tranquille. Mais les Haïtiens n'étant pas prévenus, n'étant pas formés, etc., n'étant pas préparés, ils ont senti le sol bouger, ça fait peur. Vous voyez les voitures qui font des bonds de 40 cm, vous voyez les maisons qui se gondolent comme du caoutchouc, ça fait peur, c'est normal. Et ils ont eu pris peur, ils sont partis se réfugier sous les maisons, dans les maisons, alors qu'ils étaient déjà dehors. Eh ben, si c'était ça, rien que ça, évidemment les maisons sont mal construites, donc c'est tombé sur eux. Mais si c'était resté dehors, il n'y aurait pas eu 250 000 morts, même si les maisons étaient détruites. Vous voyez, donc c'est un problème de comportement et de préparation. Moins on est préparé, plus on aura des problèmes et des dégâts. Ça, c'est évident. Merci Christian Anténor Abazac. Conclusion avec Lisa Barbin et Charlie Rousseau. Alors, Monsieur Anténor Abazac, je vous remercie beaucoup, Monsieur Reynaud, Monsieur Mérillon, pour la qualité de vos interventions. Les étudiants aussi, d'ailleurs, pour la qualité de vos observations et de vos questions. Monsieur Anténor Abazac, merci pour cette présentation qui nous a permis d'éveiller les consciences, qui nous a permis donc de faire un retour en arrière sur les catastrophes qui ont impacté nos territoires, qui alimentent une mémoire collective qui est importante parce que c'est grâce à cette mémoire collective que nous évoluons et que nous sommes censés ne pas reproduire les mêmes erreurs. Merci pour logiquement, pour ces explications donc, qui nous permettent de mieux comprendre les phénomènes auxquels nous sommes fortement exposés, parce qu'il faut justement connaître ces phénomènes pour adopter la meilleure réponse et la meilleure attitude, on l'a bien compris. Merci aussi pour ces explications qui nous permettent de prendre conscience de l'impact de l'homme sur le territoire. Impact aussi qui parfois aggrave les conséquences et les effets donc, de ces aléas qu'on ne peut pas arrêter dans tous les cas, en tout cas sur notre population et sur le développement. Donc en rapide conclusion, de ce que nous retenons, c'est que la gestion publique des risques concerne tout le monde. Au final, donc de multiples acteurs institutionnels, non institutionnels, aussi le parcours de formation scolaire, aussi au niveau peut-être universitaire, concerne tout le monde. Et à notre échelle de l'Observatoire, dans le cadre de ce partenariat avec le CAGI, nous sommes contents d'avoir contribué, ne serait-ce qu'un tout petit peu, donc à cette information de notre population. Et j'espère qu'on pourra continuer d'ailleurs et peut-être vous recevoir de nouveau parce que c'était très intéressant. Merci encore à tout le monde.